Le désert de l'Arizona, vaste et impitoyable, est le théâtre d'une disparition qui défie toute logique. Daniel Robinson, un jeune homme de 24 ans, disparaît sans laisser de traces en juin 2021, alors qu'il conduisait sa Jeep à travers des terrains reculés. Ce qui semblait au départ être un simple accident de voiture est rapidement devenu l'une des énigmes les plus troublantes de ces dernières années. Des témoins, des recherches intensives et des indices déroutants ont semé plus de questions que de réponses. Pourquoi la voiture de Daniel a-t-elle été retrouvée dans un ravin, seule et apparemment intacte? Pourquoi les autorités n'ont-elles pas agi plus rapidement? Et surtout, qu'est-il réellement arrivé à Daniel? Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque détail de l'affaire, des mystères qui entourent sa disparition jusqu'aux pistes qui n'ont cessé d'émerger, mais toujours sans solution. Et restez avec moi pour découvrir cette histoire complexe où chaque nouvelle information soulève de nouvelles interrogations. Et rappelez-vous, parfois, la vérité peut être bien plus sombre et plus cachée qu'on ne l'imagine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'affaire de Daniel Robinson. C'est une disparition, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait sur cette chaîne parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément les disparitions puisqu'il n'y a pas de fin, parce que ça nous laisse avec un goût d'inachevé. Mais bon, je pense que c'est quand même important de temps en temps de parler aussi des personnes qui ont disparu sans laisser de traces. Ça reste des humains comme vous et moi qui méritent qu'on parle d'eux également. Donc j'ai décidé d'en faire une. En plus, elle est assez longue. J'espère qu'elle est encore inconnue pour vous et qu'elle vous plaira. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Daniel Robinson, âgé de 24 ans, a disparu le 23 juin 2021 alors qu'il travaillait sur un chantier dans le désert de l'Arizona. Il exerçait la profession d'hydrogéologue, une tâche qui l'avait amené à se rendre dans des zones isolées et difficiles d'accès. L'hydrogéologue est le spécialiste des eaux souterraines. Il recherche donc des nappes phréatiques à exploiter et les surveille afin de limiter toute pollution. Plus de 4 ans se sont déroulés depuis sa disparition. Et malgré tous les efforts déployés, Daniel reste introuvable. Quelques semaines après sa disparition, sa Jeep a été retrouvée abandonnée à quelques kilomètres du lieu où il travaillait. Toutefois, la découverte de son véhicule a alimenté davantage de questions sans pour autant offrir de réponses claires sur son sort. Pour la petite présentation, Daniel Cornelius Robinson est né le 14 janvier 1997 en Caroline du Sud. Fils de David Robinson II et de Melissa Edmonds, il est arrivé au monde avec un handicap physique. Il n'avait que sa main gauche et une partie de son avant-bras manquait également. Cependant, Daniel n'a jamais permis que ce handicap affecte ses ambitions. Très tôt, il a démontré une incroyable capacité à s'adapter, devenant une source d'inspiration pour ceux qu'il connaissait. Il a appris à jouer de la trompette d'une seule main et s'est également familiarisé avec les jeux vidéo malgré son handicap. En plus de ça, il était un élève sportif et actif, aimant passer du temps à l'extérieur, que ce soit pour des activités sportives ou pour simplement explorer la nature. Sa famille se souvient de lui comme d'un jeune homme déterminé, doté d'un esprit aventureux et d'une intelligence hors du commun. Daniel était toujours en contact avec ses proches, en particulier avec son père, avec qui il passait de longues heures au téléphone, échangeant des nouvelles de sa journée et discutant de sa carrière. Leur lien était vraiment très fort et il arrivait souvent que Daniel demande des conseils à son père. Cela explique d'ailleurs pourquoi, lorsqu'ils ont perdu le contact avec lui, la famille a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas du tout. Daniel n'avait jamais fait preuve d'un tel comportement. Il était habituellement très ponctuel pour envoyer des messages ou appeler, et le fait qu'il disparaisse ainsi sans prévenir a alarmé ses proches. Et revenons d'abord un petit peu dans le passé. En 2019, Daniel a terminé ses études au College of Charleston où il a obtenu un diplôme en géologie. Tout de suite après, il a décroché un poste chez Matrix New World en tant que géologue de terrain. Ce travail l'a conduit à quitter Charleston pour s'installer en Arizona,
une région qu'il trouvait excitante et pleine de perspectives. Il s'est installé à Tampe et il a aussi eu la chance de connaître quelqu'un sur place, sa sœur Davisha, qui vivait à Phoenix. Ainsi, Daniel était enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle étape de sa vie professionnelle. En parallèle de son travail de géologue, Daniel a commencé à chercher des moyens d'augmenter ses revenus. Il s'est tourné vers Instacart, où il a travaillé comme chauffeur-livreur. Le 12 juin 2021, alors qu'il effectuait une livraison, il a rencontré une femme nommée Kathleen. Et rapidement, les deux jeunes se sont très vite entendus. Et Kathleen l'a invité à rentrer chez elle pour prendre un verre en compagnie de son ami. Cette rencontre, qui semblait commencer sous de bons auspices, a rapidement pris une tournure différente. Après avoir échangé leur numéro de téléphone, Kathleen a proposé à Daniel un podcast qu'elle pensait qu'il apprécierait. Elle en a parlé à son père, qui se souvenait de l'avoir décrit comme gentil et inoffensif, avec la particularité qu'il n'avait qu'un bras et était plutôt de petite taille. Mais bien que tout ait commencé dans un esprit d'amitié, la dynamique entre eux s'est très vite détériorée. Quelque temps plus tard, alors que Kathleen était absente, Daniel est apparu chez elle sans prévenir, une première fois, puis une deuxième. Ceci n'était pas vraiment inhabituel pour lui, car il semblait avoir pris l'habitude de se présenter sans crier gare. Toutefois, cette fois-ci, Kathleen n'a pas du tout apprécié son insistance, elle lui a clairement fait comprendre qu'il devait arrêter. Elle lui a envoyé des messages pour lui demander de cesser de la contacter, mais Daniel, apparemment, n'a pas saisi la gravité de la situation. Un jour, il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il était juste devant chez elle, espérant peut-être une réaction différente. Kathleen a finalement décidé de couper les ponts avec ce dernier, mais ses tentatives de mettre un terme à cette relation a été loin d'être efficaces. Le dernier message de Daniel à Kathleen disait ceci. Le monde peut s'améliorer, mais je dois prendre tout le temps que je peux ou que nous pouvons, peu importe le nom. Soit je te reverrai, soit je ne te reverrai plus jamais. Ce message, empreint de mystère, a laissé une sorte d'impression étrange. Il semblait suggérer que Daniel était dans une sorte de réflexion profonde, mais à l'époque, personne ne savait encore à quel point ce message marquait un tournant dans sa vie. Le 22 juin 2021, Daniel a une conversation de 2 heures avec son père, David Robinson. C'était une discussion assez longue, pendant laquelle Daniel lui a parlé de Kathleen, la jeune femme qu'il avait rencontrée. Bien que David n'ait pas eu beaucoup de détails à ce moment-là, il s'agissait de la dernière fois qu'il entendait la voix de son fils. Moins de 24 heures plus tard, Daniel disparaissait sans laisser de traces. Même si la police a insinué plus tard que Daniel et Kathleen étaient en couple et que Kathleen a aussi évoqué une possible attirance romantique de la part de Daniel, David a insisté pour dire que son fils n'avait jamais exprimé d'amour ou d'intérêt romantique pour cette dernière. Il a d'ailleurs déclaré ceci. Nous avons effectivement parlé de cette jeune femme, mais c'était la première fois que j'en entendais parler. Daniel n'a jamais dit qu'il l'aimait, et je n'ai jamais rapporté ça aux autorités. Je ne sais pas d'où ils ont tiré cette idée. Cette précision de son père souligne l'importance de différencier les faits réels des spéculations. Le 23 juin 2021, Daniel a disparu dans des circonstances particulièrement énigmatiques. Tôt ce matin-là, il est parti de chez lui pour se rendre sur son chantier et il devait y retrouver un collègue pour évaluer un site de forage. En tant qu'hydrogéologue, Daniel était souvent appelé à rencontrer des entreprises intéressées par l'exploration de nouvelles zones pour le forage de puits. Ce matin-là, il avait une réunion prévue avec la société Weber et bien qu'il commence habituellement à 7 heures, il est arrivé avec du retard à 7h22, ce qui est quand même très inhabituel de la part de Daniel. Sur le chantier, il a rencontré son collègue, Kenneth, et ensemble, ils devaient évaluer un site de forage isolé. Tout semblait normal au début. Ils ont changé quelques mots sur le travail et la météo, mais rapidement, Kenneth a remarqué que Daniel semblait agité. Il avait un comportement selon lui étrange, regardant dans le vide et se retournant fréquemment pour observer les alentours. Daniel avait également commencé à parler de manière incohérente, abordant des sujets qui semblaient dénués de sens. À plusieurs reprises, il a demandé à Kenneth s'il voulait retourner à Phoenix et se reposer, un comportement qui a intrigué son collègue. Peu de temps après, Daniel a surpris Kenneth en montant dans sa Jeep. Au début, Kenneth pensait simplement que Daniel avait oublié quelque chose dans son véhicule, mais en voyant ce dernier attacher sa ceinture de sécurité, il a compris que quelque chose n'allait pas. Daniel a fait un signe de la main à son collègue avant de démarrer, puis il est parti comme ça,
sans aucune explication. Kenneth, inquiet, a tenté de le contacter, mais en vain. Après quelques heures, Daniel ne revenant toujours pas au travail, je vous rappelle qu'il était en train de travailler, Kenneth a pris l'initiative de prévenir son superviseur, racontant la situation préoccupante. La journée a continué et les heures ont défilé sans que Daniel ne donne signe de vie. Kenneth, de plus en plus préoccupé, a commencé à fouiller la région. Puisqu'il avait plu ce jour-là, il a pu suivre les traces de pneus de la Jeep de Daniel qui semblait se diriger vers l'ouest. Le dernier endroit où ce dernier avait été vu était l'intersection de Sun Valley Peakey et W Cactus Road à Buckeye en Arizona. C'est une route qui menait au désert et Kenneth savait que Daniel, un conducteur expérimenté, avait souvent traversé des étendues désertiques dans des conditions extrêmes. Toutefois, ce qui était quand même assez étrange, c'était que Daniel semblait avoir pris une direction inhabituelle. Normalement, il n'aurait pas eu de raison de se rendre dans le désert. Kenneth a donc décidé de suivre les traces de pneus, espérant finir par retrouver son collègue. Malheureusement, après un certain temps, il a perdu la trace et n'a pas pu localiser Daniel. La situation devenait de plus en plus mystérieuse et inquiétante, mais personne ne savait à ce moment-là à quel point la disparition de Daniel allait devenir un mystère complexe et perturbant, plongeant sa famille et ses proches dans une incertitude la plus complète. Lorsque Kenneth a appris que David n'avait pas pris contact avec sa famille, il a immédiatement informé la sœur de Daniel, Davisha, de sa situation préoccupante. La famille, déjà inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de Daniel, a rapidement pris la décision de signaler sa disparition. David Robinson, le père de Daniel, a alors contacté le service de police de Buckeye pour déclarer la disparition de son fils. Toutefois, on lui a dit qu'il devait attendre un délai de 12 heures avant de signaler officiellement la disparition de Daniel. Ce délai de procédure a retardé la déclaration officielle de la disparition et c'est à 19 heures ce soir-là que Daniel a été officiellement porté disparu. Il ne faisait aucun doute que quelque chose n'allait pas avec Daniel, mais son comportement étrange avant sa disparition n'avait pas échappé à certains amis et membres de sa famille. Bien qu'il n'y ait eu aucun signe évident de risque immédiat pour sa sécurité ou pour celle des autres, ceux qui le connaissaient ont largement remarqué qu'il semblait vraiment très perturbé. Pourtant, rien n'indiquait qu'il ait prévu de se faire du mal ou encore de nuire à autrui. Il y avait cependant une inquiétude grandissante autour de son état mental, mais également émotionnel. Les enquêteurs ont alors commencé à examiner les dossiers de téléphone, bancaires et de voitures de Daniel dans l'espoir de reconstituer ces derniers moments. Ils ont alors appris qu'ils étaient arrêtés à une station-service Shell sur le chemin du travail le matin de sa disparition. Là, il a mis de l'essence pour un montant de 3,83 $. Alors, je ne sais pas si ça représente beaucoup d'essence ou pas, mais avec nous en France, avec 3,83 $, tu as mis 2 litres, tu vas pas bien loin. Il a mis donc de l'essence à 7h03 du matin, puis est reparti peu de temps après. Le dernier message de Daniel a été envoyé à son collègue Kenneth à 8h10 du matin, et ce message serait le dernier contact qu'il ait eu avec quelqu'un avant de disparaître. Après ce message, Daniel n'a plus jamais donné de nouvelles. La dernière fois qu'il a été vu, c'était donc le matin là, lorsqu'il conduisait sa Jeep dans la chaleur accablante du désert de l'Arizona. Où était-il? Pourquoi avait-il choisi de se rendre dans une région aussi isolée et aride? Qu'est-ce qui pouvait avoir perturbé Daniel à ce point qu'il se soit aventuré dans un désert aussi hostile sans donner de nouvelles? Personne ne le sait. Donc, pour faire un petit résumé pour l'instant, Daniel a donc disparu le matin. En prenant sa Jeep, il est allé dans le désert. Toute la journée, son collègue a tenté de l'appeler, il n'a pas réussi à le joindre, il a même fait un tour dans le désert, il n'a pas réussi à le retrouver. Le soir même, après les 12 heures de la disparition, son père, à 19 heures, a pu signaler sa disparition. Les policiers ont tenté de l'appeler, ça n'a rien donné. Et nous sommes donc au lendemain matin de sa disparition. Ce matin-là, Daniel devait se rendre au travail, comme d'habitude, mais il ne s'est pas présenté. Ce n'est pas étonnant puisque ce dernier a disparu. Son absence au travail a immédiatement alerté ses supérieurs qui ont alors signalé l'incident de manière urgente. La zone où ce dernier avait disparu était très vaste et couverte de désert, ce qui rendait la tâche des autorités extrêmement difficile. Le 23 juin, peu de temps après que Daniel se soit aventuré dans le désert, le service de police de Buckeye a enregistré que son téléphone avait sonné une dernière fois à 10h30. Dans l'espoir de retrouver Daniel,
Les enquêteurs ont alors exploré différentes options technologiques. Ils ont d'abord tenté de localiser sa Jeep grâce au système OnStar de la voiture, mais ont rapidement découvert que ce système n'était pas installé sur ce véhicule. Ils ont donc voulu utiliser Uconnect, un autre moyen de localisation, mais là encore, les résultats ont été décevants. Bien que Daniel soit référencié dans le système, il semblait qu'il n'avait jamais activé son compte, ce qui a rendu toute tentative de localisation infructueuse. En désespoir de cause, la police a réussi à activer son compte Uconnect dans l'espoir d'obtenir des informations sur sa position ou celle de la voiture. Cependant, quelques heures plus tard, lorsqu'un email est parvenu aux autorités indiquant la localisation de la Jeep, cela s'est avéré être une fausse piste. Le GPS de Uconnect affichait une localisation incorrecte, indiquant simplement 0,0, ce qui ne permettait aucune avancée dans l'enquête. Le 25 juin, la police a entrepris une fouille aérienne avec l'aide d'un hélicoptère de la police de Phoenix, dans l'espoir que cela permettrait de localiser Daniel. Malheureusement, malgré tous ces efforts considérables, les recherches n'ont pas donné de résultats concrets. David, son père, n'a pas hésité une seconde pour prendre l'avion depuis la Caroline du Sud pour se rendre en Arizona et tenter de retrouver son fils. Il est arrivé le 26 juin, alors que la recherche était déjà en cours. Des affiches de recherche avaient été distribuées dans les environs, dans l'espoir que quelqu'un puisse fournir des informations utiles sur la disparition de Daniel. Davisha a alors mentionné à la police qu'environ 2 semaines avant sa disparition, Daniel semblait souvent distrait et regardait fréquemment dans le vide, comme s'il était perturbé par quelque chose. La police a présenté plusieurs théories farfelues concernant la disparition de Daniel, mais aucune d'entre elles ne semblait fondée sur des faits solides. Ils ont suggéré, par exemple, que Daniel aurait pu quitter son travail pour rejoindre un monastère ou qu'il se serait cogné la tête, provoquant un comportement erratique qui l'aurait pourquoi pas conduit à se déshabiller et à se perdre dans le désert. Ces hypothèses ont été jugées absurdes par la famille qui n'a vu aucun signe de ce type de comportement chez Daniel. Il semblait évident que ces théories étaient basées sur des conjectures sans aucune preuve pour les étayer. David Robinson, qui était un vétéran de l'armée ayant servi 2 fois en Afghanistan, n'a clairement pas été découragé par la dureté du désert. Connaissant les vastes étendues de terre qu'il faudrait couvrir, il s'est lancé dans une mission de recherche déterminée. Il a organisé des équipes de bénévoles pour fouiller le désert de Sonora, un territoire extrêmement difficile, tout en installant des tentes et des tables de ravitaillement avec des collations et des bouteilles d'eau pour soutenir les efforts de recherche. Larnell Farmer, qui avait déjà travaillé comme détective pour le département de police de Waukegan en Illinois, s'est également joint à l'effort. Il a aidé à organiser les recherches et à utiliser ses compétences pour coordonner les efforts de manière plus efficace. Shona Brown, une ancienne parajuriste, a également joué un rôle essentiel en résolvant des questions juridiques liées à l'enquête, tout en s'occupant des tâches administratives et de la logistique des recherches. Cette équipe de volontaires a fait tout ce qu'ils pouvaient en leurs moyens pour couvrir le plus grand nombre de kilomètres possible avec l'espoir évident de retrouver Daniel dans cette région aride et dangereuse. Malgré les efforts considérables et la détermination de la famille et des volontaires, la recherche semblait se heurter à de multiples obstacles. David Robinson ne voulait clairement pas abandonner. Il était prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver son fils, déterminé à ne pas laisser son absence rester sans réponse. Il a conduit un VTT à travers le désert aride de l'Arizona, accompagné d'un autre membre de l'équipe de recherche, tandis que les autres bénévoles progressaient lentement à pied, se déplaçant en ligne droite et appelant dès qu'ils faisaient une découverte. L'espoir d'une percée restait fragile. Le 27 juin, un développement important a eu lieu. Le service de police a reçu des enregistrements téléphoniques mis à jour, révélant que, peu de temps avant sa disparition, Daniel avait envoyé 5 SMS. Cependant, les autorités n'ont pas pu obtenir le détail sur le contenu de ces messages, ce qui laissait une nouvelle zone d'ombre sur ces derniers échanges. Le 6 juillet, après plusieurs tentatives infructueuses de la famille pour accéder à l'appartement de Daniel, la police a pris les choses en main. Ils ont contacté le propriétaire de l'immeuble et ont obtenu la permission de faire une visite de bien-être dans l'appartement de Daniel. Lors de leur inspection, les policiers ont constaté que le loyer de Daniel était payé et qu'il n'avait aucun retard. L'appartement était en bon état, bien rangé, et ses affaires personnelles étaient intactes. Rien ne semblait manquer,
et aucun signe de violence ou de perturbation n'a été trouvé. La scène suggérait que Daniel n'avait pas quitté son domicile dans les circonstances normales et aucune preuve n'indiquait qu'il était parti involontairement. La police a continué ses recherches avec une nouvelle fouille aérienne le 9 juillet. Cette opération a impliqué une patrouille aérienne civile et des équipes de secours. Au total, 4 recherches ont été menées sur une période de 6 heures dans la même zone, mais malheureusement, elles n'ont pas permis de trouver d'indices supplémentaires. Le 19 juillet, un événement a finalement ravivé les espoirs. Un éleveur a retrouvé la Jeep Renegade 2017 de Daniel, celle-ci étant coincée dans un ravin à quelques kilomètres seulement du lieu où Daniel avait disparu. Le véhicule était retourné sur le côté et les airbags avaient été déployés, ce qui laissait penser que Daniel avait bien porté sa ceinture de sécurité au moment de l'accident. Bien qu'il y ait eu un mince espoir que Daniel puisse être retrouvé près de la voiture, aucun signe de sa présence n'a été découvert. À l'intérieur de la Jeep, les enquêteurs ont trouvé plusieurs effets personnels de Daniel, dont son gilet de travail orange, un t-shirt, une paire de bottes de travail marron, ainsi qu'une paire de jeans et de chaussettes retournées. Son portefeuille, ses clés de voiture et son téléphone portable étaient également dans le véhicule. Mais malgré tous ces indices matériels, aucune trace de sang n'a été trouvée dans ou autour de la Jeep. La police, malgré l'importance des découvertes, a décidé de ne pas effectuer de tests médico-légaux sur le véhicule, arguant que de fortes tempêtes de pluie survenues après la disparition avaient pu emporter toute preuve pertinente. Cette décision, vous vous en doutez, a profondément contrarié la famille de Daniel, qui espérait que des tests puissent fournir des éléments cruciaux afin de comprendre ce qui s'était réellement passé et pourquoi Daniel avait disparu de manière aussi énigmatique. Le rapport de police sur la découverte du véhicule de Daniel a décrit en détail les dommages subis par la Jeep. Il a été noté que le véhicule avait été gravement endommagé avec des traces d'un impact frontal sur le sol désertique. Après la collision, le véhicule aurait roulé avant de se coucher sur le côté passager. Un morceau du toit amovible noir de la Jeep a été retrouvé partiellement coincé sous l'avant du véhicule. La vitre avant du passager était brisée et des éclats de verre jonchaient le sol, en accord avec le fait que le véhicule avait roulé. Des dommages notables ont été observés à l'avant inférieur de la Jeep, au haut du pare-brise et au toit. Les airbags avaient tous été déployés, ce qui laissait supposer une collision assez violente. La famille Robinson, choquée par la manière dont l'enquête était menée, était de plus en plus frustrée par les progrès de la police. 2 jours après la découverte du véhicule, ils ont décidé de faire appel à un détective privé, Jeff McGrath, un expert en reconstitution d'accidents. Jeff s'est immédiatement rendu sur le site de l'accident, déterminé au possible à examiner la scène et en savoir plus sur les circonstances de la découverte de la Jeep dans le ravin. En étudiant les preuves, Jeff a commencé à développer des doutes sur la version officielle. Selon lui, l'accident semblait trop suspect pour être un simple accident. Il a découvert que le module de commande de l'airbag avait enregistré que la Jeep avait été démarrée plus de 40 fois après le déploiement des airbags, ce qui indiquait clairement que la voiture avait été conduite après l'accident. De plus, le véhicule avait parcouru un total de 22 km après la collision, ce qui laissait entendre que le Jeep n'avait pas été accidenté sur place, mais avait été déplacé depuis un autre lieu. Jeff a également analysé l'heure de l'accident et estimé qu'il s'était probablement produit vers 13 heures, soit plusieurs heures après la disparition de Daniel. En outre, la peinture rouge retrouvée sur la Jeep semblait indiquer qu'un autre véhicule était entré en collision avec la Jeep de Daniel, ce qui aurait causé des dommages supplémentaires. Bref, comme vous le voyez, finalement, tout ce que ce détective avait trouvé ne correspondait pas du tout avec la version officielle des enquêteurs. L'enquête a révélé un détail clé. La Jeep n'avait pas été dans le ravin pendant toute la durée de la disparition de Daniel. Le 17 juillet, un éleveur, en cherchant son bétail dans les environs, avait inspecté le ravin et n'avait trouvé aucune trace de la Jeep. Cependant, le 19 juillet, 2 jours plus tard, l'éleveur, le même éleveur, a découvert la voiture dans le ravin. Cela signifiait que quelqu'un avait déplacé le véhicule pendant cette période,
probablement pour le cacher, espérant peut-être que sa découverte dans le ravin tromperait les policiers. La famille Robinson était convaincue que le Jeep de Daniel n'avait pas été laissé dans le ravin depuis le début. Ils pensaient qu'un individu, ayant eu accès au véhicule, l'avait transporté et abandonné là, croyant que si la Jeep était retrouvée dans le ravin, la police penserait qu'il y était depuis le début. Les multiples fouilles aériennes effectuées dans les semaines suivant la disparition de Daniel n'avaient d'ailleurs révélé aucune trace de la Jeep, ce qui renforçait encore une fois l'hypothèse qu'elle avait été mise là un petit peu plus tard. De plus, le fait que la voiture n'ait parcouru que 22 km depuis l'accident suggérait que la Jeep avait été déplacée à partir d'un endroit proche, seulement à quelques kilomètres de l'endroit où elle avait été finalement trouvée. Le 22 juillet, après de multiples demandes et pressions, les autorités ont finalement pris la décision d'effectuer des tests médico-légaux sur la Jeep de Daniel. Ils ont ciblé plusieurs zones de la voiture pour les prélèvements ADN en se concentrant sur des endroits spécifiques comme la poignée intérieure de la porte côté conducteur, le volant, la vitre arrière, le levier de vitesse, la ceinture de sécurité du conducteur et le bouton de démarrage. Néanmoins, les résultats des tests n'ont pas été rendus publics à ce moment-là, ce qui a suscité des interrogations et une inquiétude croissante au sein de la famille Robinson. De son côté, Jeff, le détective privé engagé par la famille pour enquêter sur la disparition de Daniel, a également examiné l'appartement de ce dernier à Tampa. Après que la police ait effectué un contrôle de bien-être et constaté que l'appartement était en bon état, non perturbé et bien rangé, Jeff a fait une découverte surprenante. Quelqu'un d'autre semblait être entré dans l'appartement après le passage des autorités. Cette personne, inconnue, semblait avoir fouillé le placard de Daniel, probablement à la recherche de quelque chose de bien précis. Il a également été découvert que cette personne avait utilisé l'ordinateur portable de Daniel. Mais qui était cette personne et ce qu'elle recherchait demeurait un vrai mystère. Lorsque la famille Robinson a pris connaissance de ces informations, elle a immédiatement insisté pour que la police effectue des recherches médico-légales sur les appareils électroniques de Daniel, notamment son ordinateur portable et sa console de jeu. Lorsqu'ils ont finalement eu accès à ces objets, la police a découvert que l'intrus avait exploré l'historique de recherche de Daniel et consulté plusieurs documents sur son ordinateur. Face à l'absence de progrès tangibles, la famille Robinson a décidé de prendre les choses en main. Le 26 septembre, ils ont organisé une conférence de presse devant les services de police de Buckway dans le but d'attirer l'attention du public sur la disparition de leur fils, qui restait sans réponse après plusieurs mois. La famille a exprimé sa frustration, croyant que l'affaire n'était pas prise au sérieux par les autorités, en partie en raison de la couleur de peau de Daniel. David Robinson, le père de ce dernier, a lancé une pétition en ligne pour inciter le service de police à mener une véritable enquête criminelle, ce qui permettait à la police d'obtenir des mandats de perquisition à la lumière des nouvelles preuves découvertes. La famille a aussi encouragé d'autres personnes à écrire des lettres de soutien au service de police afin d'exiger plus d'efforts dans la recherche de Daniel. En parallèle, la famille a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds en vue de financer le détective privé. L'argent récolté servirait également à couvrir les frais d'impression des prospectus de personnes disparues et à organiser des recherches sur le terrain. Le soutien financier permettrait de payer des dépenses liées à l'hébergement et à la subsistance de David, qui était resté en Arizona, déterminé à ne pas quitter la région de Tampa tant qu'il n'aurait pas obtenu de réponse. David avait de nombreuses raisons de craindre que la disparition de son fils, Daniel, ne soit liée à des questions de racisme. Au fil des ans, Daniel avait souvent montré une certaine naïveté face au comportement hostile de ses pairs, ne réalisant pas toujours qu'il était victime d'intimidation ouverte. Ce genre de comportement avait laissé David inquiet pour la sécurité de son fils, se demandant si Daniel pouvait être la cible de racisme, mais aussi si cette hostilité pouvait être liée à sa disparition. Au total, plus de 90 km² avaient été fouillés dans l'espoir de retrouver Daniel. Les autorités avaient déployé des chiens de recherche, des hélicoptères, des avions et même des drones pour tenter de localiser l'homme disparu. Malgré tout, malgré leurs efforts, Daniel n'a pas été retrouvé. Et cette absence de progrès a alimenté le sentiment que l'enquête piétinait. En octobre 2021, l'enquête a pris une tournure inattendue lorsque la police a commencé à s'intéresser à la relation de courte durée entre Daniel et la jeune femme, Kathleen, qu'il avait rencontrée alors qu'il travaillait pour Instacart. Il est apparu que Daniel et Kathleen avaient échangé des messages après leur rencontre initiale, mais que leur relation avait pris une tournure étrange. Selon Kathleen et ses amis,
Daniel avait commencé à se présenter chez elle sans prévenir, ce qui l'avait mise assez mal à l'aise. Ses apparitions soudaines l'avaient incité à lui demander de prendre ses distances. La police, après avoir examiné les messages échangés entre les deux, a trouvé que les propos de Kathleen étaient confirmés par les échanges. À partir de là, la police a exploré une toute nouvelle théorie. Peut-être que Daniel avait été si perturbé par cette rupture ou cette situation qu'il était devenu suicidaire. Ils ont envisagé la possibilité qu'il se soit rendu dans le désert de l'Arizona pour y mettre fin à ses jours. Néanmoins, les proches de Daniel, que ce soit ses amis ou sa famille, ont fermement rejeté cette hypothèse. Ils ont insisté sur le fait que Daniel n'aurait jamais agi de cette manière et qu'il n'était pas du tout en proie à une détresse psychologique aussi profonde. Le 28 novembre, la famille Robinson a organisé une nouvelle conférence de presse. David, visiblement épuisé et frustré de la situation, a annoncé qu'il avait écrit une lettre adressée au chef de la police de Buckway, un appel désespéré pour que l'enquête prenne un tour plus sérieux. Le chef de la police a déclaré avoir contacté le FBI pour solliciter leur aide, ce qui marquait un tournant dans l'affaire. Le FBI avait été officiellement informé de la disparition de Daniel le 23 novembre. David était profondément contrarié par ce qu'il considérait comme un manque d'effort de la part des autorités pour retrouver son fils. David ressentait un profond sentiment d'injustice concernant la manière dont les autorités géraient la recherche de son fils Daniel. Ils avaient l'impression, lui et sa famille, d'avoir travaillé beaucoup plus dur pour retrouver Daniel que les autorités elles-mêmes. Selon un article du Miami Herald publié en 2023, David et son équipe de bénévoles avaient fouillé plus de 3,5 acres de désert aride en Arizona, consacrant pas moins de 49 semaines à ces recherches. Ils avaient exploré des sanctions du désert de Sonora, près du sentier où Daniel travaillait, en espérant trouver quelques indices qui pourraient leur permettre de retrouver sa trace. David n'a pas hésité une seconde à critiquer ouvertement le département de police de Buckway pour leur lenteur à réagir face à la disparition de son fils. Selon lui, les autorités avaient mis beaucoup trop de temps avant de commencer une véritable enquête. Leur réaction initiale avait été d'écarter rapidement l'hypothèse d'un acte criminel, refusant d'envisager d'emblée un scénario de jeu déloyal. De plus, ils avaient complètement résisté à l'idée de faire des tests médico-légaux approfondis, ce qui, selon David, aurait pu permettre de trouver des indices cruciaux plus tôt. Il estimait qu'il y avait de nombreuses incohérences dans le rapport de police ainsi que des versions contradictoires des témoins et des officiers de la police de Buckway impliqués dans l'affaire. Une autre source de frustration pour David venait du manque de couverture médiatique de l'affaire de son fils. Tandis que d'autres disparitions, comme par exemple celle de Gabi Petito, attiraient une attention massive, David et sa famille se sentaient invisibles. Gabi Petito, pour rappel et pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, était une jeune femme blanche disparue à peu près à la même époque et qui avait vu son histoire relayée partout, dans les médias nationaux, internationaux et sur les réseaux sociaux. Le FBI était impliqué dans son cas seulement 2 jours après sa disparition, et son nom était rapidement devenu un symbole de la mobilisation contre les violences faites aux femmes. En revanche, l'affaire de Daniel, un homme noir, semblait à peine susciter l'intérêt des médias. Cette disparité dans le traitement médiatique a conduit à des spéculations sur la manière dont des victimes comme Gabi Petito, en raison de leur ethnie, avaient probablement reçu plus d'attention que des victimes comme Daniel, malgré la similarité des circonstances de leur disparition. La police de Buckway, quant à elle, avait affirmé qu'il ne pensait pas que l'ethnie de Daniel était un facteur dans sa disparition. Le chef adjoint Saunders avait souligné que, indépendamment de sa couleur de peau, un père était en quête de réponse et de fermeture. Tout ce que nous savons, c'est que Daniel est parti ce jour-là. Ses paroles, bien que sincères, ont sonné comme un aveu d'impuissance face à l'ampleur de l'enquête. Le 10 septembre 2022, la famille Robinson a organisé une journée de commémoration pour Daniel en présence d'autres familles endeuillées pour la disparition de leurs proches. Ce jour-là, David a annoncé qu'il envisageait de se présenter au Congrès en Caroline du Sud, un projet qu'il avait révélé au mois de mars de la même année. Il avait expliqué à ABC 15 que, s'il était élu, il œuvrerait pour faciliter la recherche des personnes disparues, en particulier celles des familles qui, comme la sienne, se sentaient complètement abandonnées par les forces de l'ordre. En tant que vétéran de l'armée, David avait exprimé son désir de voir les autorités américaines accorder plus d'attention aux affaires de personnes disparues sur le sol américain,
plutôt que de se concentrer exclusivement sur des problèmes à l'étranger. Il pensait qu'une telle priorité pourrait éviter que des disparitions, comme par exemple celle de son fils, ne soient négligées par les autorités et les médias. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mystérieuse disparition de Daniel Robinson et la famille était toujours dans l'ombre de l'incertitude, sans réponse claire sur ce qui était arrivé à leur fils. Malgré les années de recherche et d'efforts, David n'avait pas perdu espoir. Il s'accrochait fermement à l'idée qu'un jour, la vérité éclaterait. Le 7 janvier 2023, l'espoir était brièvement ressurgi lorsque des restes humains avaient été découverts près de la Johnson Road et Southern Avenue. La personne qui avait trouvé ces os et ce crâne avait été en route dans la région et au début, il y avait eu des spéculations selon lesquelles ces restes pouvaient, pourquoi pas, appartenir à Daniel. Malheureusement, encore une fois, après des analyses médico-légales, il s'est avéré que ces restes appartenaient à Juan Fierro, un homme de 35 ans et non à Daniel, ce qui a ravivé la douleur et l'incertitude de la famille Robinson. Quelques semaines plus tard, en janvier 2023, une nouvelle piste est apparue. La police a reçu des informations suggérant qu'il pourrait, pourquoi pas, y avoir des restes humains dans un puits situé à environ 2 km du chantier de Daniel, là où il travaillait avant sa disparition. Bien que ce puits ait déjà été fouillé lors des recherches précédentes, la police avait décidé de revenir sur cette zone en raison de nouvelles indications. Le puits a été fouillé à l'aide de matériel lourd, mais encore une fois, il n'a révélé aucun indice pouvant être lié à Daniel. Les questions sur la disparition de Daniel restaient alors sans réponse. Beaucoup pensaient que quelqu'un savait ce qui était arrivé à Daniel, mais refusaient de le dire à la police. Des théories ont évidemment émergé concernant ces disparitions. Peut-être que l'accident de voiture de Daniel était un incident isolé et que l'autre conducteur avait paniqué. D'autres pensaient que la disparition de Daniel pourrait être liée à un préjugé racial ou que quelqu'un avait une vendetta personnelle contre lui. Mais aucune de ces hypothèses n'a pu être confirmée. Et il y avait encore beaucoup d'incertitudes autour des relations de Daniel à Tempe. Étant donné qu'il vivait dans la région depuis peu, il n'était pas clair s'il avait des ennemis ou des conflits qui auraient pu mener à sa disparition. L'une des pistes explorées concernait sa relation avec Kathleen, la jeune femme qu'il avait rencontrée alors qu'il travaillait comme chauffeur pour Instacart. Est-ce qu'une mésentente avec elle ou l'un de ses amis aurait pu mener à quelque chose de plus grave? La police avait envisagé cette possibilité, mais il n'y avait aucune preuve concrète reliant Kathleen ou ses amis à la disparition de Daniel. Daniel était-il encore en vie ou avait-il trouvé la mort au cours de ces 4 dernières années? Si Daniel était toujours vivant, où se trouvait-il? Avait-il volontairement disparu ou avait-il, pire encore, été enlevé? Si Daniel était décédé, alors où se trouvent ses restes? A-t-il été enterré dans le désert de l'Arizona ou est-ce qu'il avait été retenu quelque part dans une maison ou un établissement? Il y a malheureusement beaucoup trop de questions sans réponse. Trop d'incertitudes pour pouvoir avancer de manière décisive. Malheureusement, le cas de Daniel Robinson pourrait bien ne jamais être résolu. Sa famille continue néanmoins de se battre pour la vérité et la fermeture, convaincus qu'ils finiront un jour par découvrir ce qui est arrivé à leur fils, malgré le silence persistant autour de sa disparition. David ne cessera probablement jamais de chercher tant qu'il n'aura pas de réponse ou tant que lui-même ne passera pas l'arme à gauche. L'affaire Daniel Robinson soulève des questions non seulement sur la vérité, mais aussi sur la manière dont certains cas sont traités, sur les disparités dans les recherches et sur la lutte des familles pour obtenir des réponses. Une chose est sûre, l'histoire de Daniel n'est pas encore terminée. Mais comme dans beaucoup de mystères non élucidés, la question persiste. Trouvera-t-on un jour la vérité ou restera-t-elle enfuie à jamais dans les étendues infinies du désert? Si jamais vous avez des théories à partager, des petites idées concernant cette disparition, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'espère que cette disparition était encore inconnue pour vous et qu'elle vous a intrigué. Personnellement, je trouve que c'est un réel mystère. Comparé à d'autres disparitions où on peut avoir plusieurs théories, là c'est vraiment étonnant puisqu'il n'y a aucune trace. On ne sait pas du tout ce qui a pu arriver à Daniel, s'il a été kidnappé, s'il a disparu volontairement, s'il est mort dans le désert, on n'en sait absolument rien. Et l'histoire de cette Jeep qui n'était pas là à un moment T, qui finalement est apparue à ce moment-là, c'est vraiment étrange. Alors moi je me dis, c'est ma petite théorie personnelle, mais je me dis que potentiellement, puisque Daniel semblait absent ces derniers temps, peut-être qu'il avait certains problèmes psychologiques. Alors malheureusement, je ne sais plus le nom, si je le retrouve, je le mettrai au montage. Il y avait une affaire où une femme avait des sortes d'absences et que plusieurs fois elle s'est retrouvée en tant que personne disparue avant de finalement être retrouvée. Et d'ailleurs maintenant elle est de nouveau
une personne disparue depuis plusieurs années maintenant, on sait toujours pas où elle est. Et je me dis que peut-être que Daniel, lui aussi, avait des sortes d'absence et qu'il était parti de lui-même pendant plusieurs jours avec sa Jeep, que finalement il a fait un accident en conduisant, peut-être en voulant retrouver son chemin, en voulant retourner sur son lieu de travail. Et est-ce qu'il a voulu fuir à pied et il est mort dans le désert? Est-ce qu'à ce moment-là, il a été kidnappé? Ou peut-être que finalement, bah juste, c'était un règlement de compte et que ses agresseurs ont simplement posé sa voiture là à un moment T. Bref. J'en sais rien. C'est vraiment hyper étonnant et hyper étrange comme affaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à me donner toutes vos petites théories dans les commentaires. C'est avec plaisir que je les lirai. Sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.